Alors on commence Baruch Hashem ensemble à l'occasion de Shavuot. Donc je rappelle, vous avez devant les yeux un passage de ce qu'on appelle Enaya. Enaya, je me permets de le rappeler, c'est Ein, donc ce sont les commentaires des Agadot de la Gemara, Agadot du Talmud, n'est-ce pas, par le Rav Kook. C'est ce qu'on appelle sur la base de En Yaakov, un des maîtres qui avait compilé toute la Agadot de la Gemara. Et le Rav Kook a pu faire deux traités, de Masertot, traité de Brachot et de Shabbat, mais Baruch Hashem, on a pu aussi avoir quelques points sur justement deux autres Mishnayot comme Bikurim et comme Maaser Sheni, évidemment puisque nous nous approchons de la fête des Bikurim, la fête des prémices des récoltes, donc c'est l'occasion pour nous de voir sur la base de la Mishnah comment est-ce qu'on apporte, j'ai envie de dire comment est-ce qu'on apportera Hashem, les prémices de nos récoltes, n'est-ce pas, au Beth Amikdash. Et c'est ça que nous allons essayer, Bezrat Hashem, avec les commentaires du Rav Kook. Donc, oui, Aya, évidemment, Rabbi Avraham Yitzhak HaKohen Kook, de voir comment est-ce qu'effectivement nous comprenons un petit peu en profondeur ce que signifie d'apporter ces prémices. Donc, vous avez ici, à chaque fois, ça commence par un paragraphe. Donc, le paragraphe Kav Zayin, 27, Keitzad, Ma'alin et Abikurim. Ça, c'est la Mishnah. D'abord, on commence vraiment le plus simple, ce que la Mishnah nous enseigne. Donc, comment est-ce qu'on apporte les prémices de nos récoltes? Kol ayarot, shebe ma'amad, mitkansot le'iro, shel ma'amad, velanim berechova shel ir, velo hayu nichnasim labatim. ולמשכין היה ממונה, אומר, קומו ונעלה ציון אל בית השם אלוהינו. Quand, ça c'est la Mishnah que nous allons tout de suite d'abord expliquer, et sur ça, nous allons apporter les commentaires du Rav. Comment est-ce qu'on apporte les prémices de nos récoltes? Eh bien, on ne va pas directement à Yerushalayim. On pourrait appeler aujourd'hui, pas la municipalité, comment on dit PACA? C'est quoi PACA? Oui, comment dire en français, le conseil régional, la région. Voilà, c'est ça que je. Donc, il y a 24 villes, en l'occurrence en Israël, qui sont des villes centrales, des villes maîtresses, où c'est-à-dire que si on disait par exemple, je ne sais pas, Akko ou Haïfa, voilà. Donc, tout le monde, tous les gens de la région, de tous les champs de la région, Naharia, Shavetzion, Akko, Krayot, etc., tous, ils se retrouvent dans la cour de Orvéjois. Non? Voilà. Il va grandir, si Dieu, mais tous se retrouvent là-bas. Et ils se retrouvent là-bas, chacun avec leur récolte. Et la Mishnah insiste pour nous dire qu'on dort où? Dans la rue. Pourquoi dormons-nous dans la rue? Bah, c'est vraiment étendu. Il n'y a pas la pasteur de rayon. Non. Pour éviter l'impureté. C'est ça qui est indiqué derrière. Qu'est-ce qui se passe, évidemment, si on dort chez quelqu'un et que Dieu préserve, il y a une réalité un homme, une personne que Dieu préserve dans la maisonnée qui décède. Par conséquent, on se retrouve impur et on ne peut pas apporter les prémices de nos récoltes. N'est-ce pas? Donc, c'est ça qui est ici indiqué. Mais on dort dans la rue, sur la place publique. Et on ne rentre pas dans la maison. On attend quoi? On attend que tout le monde arrive. Que tout le monde arrive dans cet endroit qui a été affilié. On attend que tout le monde arrive dans cet endroit. Et quand on arrive, et quand effectivement tout le monde est arrivé, à ce moment-là, celui qui est responsable, en l'occurrence le Kohen Memouné, celui qui est clairement le Kohen résident dans ces régions exprès pour éveiller le peuple juif, eh bien, dit clairement, Kumu, levez-vous, Naale, Sion, El Beit, Hashem, Elohim. Levons-nous et nous commençons ce périple, n'est-ce pas, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, autour de toutes les villes en Eretz Israël, pour monter à Yerushalayim. D'accord? Ça, c'est le sens, encore une fois, de la Mishnah le plus clair, le plus obvi. Voyons ce que le Rav Kook va tirer comme enseignement de cela. Benoheg, Benaumot, ou chez Uma, chez Kol Iska, ou Mechiata, Einam, qui Amavodat Ta'ada. D'abord, il y a un premier postulat qui est essentiel, à lequel on est peut-être moins sensibilisé aujourd'hui, à savoir quand l'essentiel
de la parnassa, de la manière de subvenir aux besoins de la nation, est régie essentiellement par le travail de la terre. On a tendance parfois à oublier. Aujourd'hui, malheureusement, c'est aussi, il y a un enseignement là-dessus. Mais le fait qu'on soit moins rattaché à la terre, eh bien, nous laisse entendre moins d'affiliation, moins de liens, moins de don de soi à l'égard de la terre. Pas quand comme la coutume est comme l'anecdote traditionnelle qui rappelle que le lait vient d'où? Du supermarché, évidemment, pas de la vache, eh bien, on a créé cette réalité-là où on est moins rattaché à la terre et automatiquement, on y est moins sensibilisé. Mais dans la réalité où la majorité de la nation hébraïque est essentiellement agricultrice, n'est-ce pas? C'est ce que nous dit encore une fois le Rav, c'est sa vie. C'est-à-dire qu'on est vraiment attaché à, par exemple, au climat, la science du climat. Il y a de la pluie, il n'y a pas de pluie, etc. Il y a tout un travail derrière en amont, qui est évidemment une réflexion qui est en amont. Velotassim megamata le misrar ve le chavoshet amaase sheu murkav im misrar. À la différence d'un travail agricole, nous avons en face, et c'est le cas puisque nous sommes à l'époque du Rav Kook, c'est d'autant plus, j'ai envie de dire, évident, c'est la révolution industrielle. N'oubliez pas, le Rav Kook, on est au début du XXe siècle et Minyanam, donc on est encore dans l'euphorie de la révolution industrielle. Donc il y a d'un côté une possibilité d'être profondément rattaché à la terre, et au contraire, surtout dans le monde occidental, cette idée de pouvoir arriver à s'en libérer. Et l'implication évidemment politique que vous connaissez, le marxisme, etc., tout ce rapport encore une fois à la terre, ou au contraire, eh bien, une désinvolture à l'égard de la terre, en étant dans la révolution industrielle, en étant dans la technologie, etc. La souma comme drisha, les maaseyede amanim, baale melacha, ve choroshet. À partir du moment, encore une fois, où on est déconnecté de la terre, et j'ai envie de dire, à notre génération, encore une fois, encore pire. Parce qu'aujourd'hui, quand on travaille dans le high-tech, n'est-ce pas? Et pas que dans le high-tech, entre parenthèses. Combien de fois il peut m'arriver de faire un cours en Zoom? Je fais un cours en Zoom la dernière fois, peu importe, et je pouvais être n'importe où. Je peux être dans le train, je peux être à Elat, je peux être. Je sais pas, on n'a pas vraiment ce rapport, encore une fois, à cette notion de sédentarisation. Donc, dans le rapport à l'industrie, on a moins besoin d'avoir un rapport au climat, on a plus d'avoir un endroit aménagé pour pouvoir façonner, etc., ces différents artisans. Ce qu'il nous dit. Et justement, il y aurait des beit patruta bekishronot nafshotea, mipnei shei alpize amatsav midbodedet la'atzma. Vous comprenez que dans un... je vais reprendre ce propos. Vous comprenez qu'au moment où on a, avant même de rentrer en Eretz Israël, on rentre dans le Sefer Bamidbar, on est rentré dans le Sefer Bamidbar, on sait très bien qu'il va y avoir une séparation des différents territoires en Eretz Israël qui sont alloués à chacune des tribus en fonction de leurs conditions, en fonction de leurs qualités qui sont propres à chaque tribu, avant même d'y rentrer. Mais à partir du moment, donc ça veut dire qu'encore une fois, on veut absolument entretenir cette sensibilité entre chaque tribu, chaque membre de chaque tribu, à l'égard de la terre. Mais si on a créé une révolution industrielle, donc on n'a plus de rapport à la terre et on n'a plus besoin d'avoir un endroit spécifique, encore une fois, à chacun. Et quelque part, on a peut-être permis à l'homme de développer certains talents, mais au détriment d'autres, au détriment d'un comportement qui doit être naturel. En la makom, liklot ruchot shel deot ou midot chadashot, mieter haumot. Quand on est profondément rattaché à notre terre, on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. Une des grandes révolutions qui existent, si on prend encore une fois, à l'époque, je répète, à l'époque où nous sommes, le kibbutz, c'est fini. Et aujourd'hui, vous avez des gosses, des adolescents qui sont bergers, des jeunes familles qui sont agricultrices, qui ont un rapport profondément attaché à la terre, qui parfois laisse certaines populations, disons, de gauche, profondément dans le désarroi. Et pourtant, elles
ces populations-là, ces jeunes, ce jeune berger qui va sur le terrain, il y a une dimension politique derrière, évidemment, l'idée d'être berger. Donc, plus on va développer la révolution industrielle, plus évidemment on va être dans les aux techniques de pointe, plus on va avoir une influence des cultures étrangères, puisque ça marche comme ça. Il y a un échange avec les cultures étrangères. Alors que quand on va être attaché à notre terre, eh bien, on a moins le temps de s'attacher à d'autres cultures étrangères qui peuvent souiller le rapport que nous avons à l'égard de la terre. Je pensais à l'histoire des peuples, parce qu'on a tendance à catégoriser les peuples, on dit qu'il y a des peuples sédentaires et non sédentaires. Exactement. Et quand on regarde l'histoire des peuples juifs, on n'est pas un peuple sédentaire, on n'est pas attaché à la terre. Ah, alors non, je ne suis pas d'accord. Non, d'accord, tu as dit un truc qui était juste. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas un attachement à la terre naturel. Mais d'un autre côté, on nous demande de nous attacher à une terre. On ne veut pas être justement des gens esclaves de la terre, d'un côté, mais d'un autre côté, on veut pouvoir exprimer, mais le Rav en parle dans quelques minutes, justement. Il y a un danger des deux côtés. C'est-à-dire que si on est profondément rattaché à la terre, et que justement, du coup, on n'a pas d'échange avec les autres cultures, avec l'évolution du monde, eh bien, automatiquement, on est sédentaire, mais on peut être figé, on peut manquer de dynamisme. On peut manquer justement de prouesse, de progrès constant, encore une fois, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir s'améliorer, etc. Parce qu'on n'a pas le temps de le faire. N'oubliez pas encore une fois que dans le cas de la tradition juive, quand l'agriculteur il travaille pendant 6 ans, la 7e année, il passe une année entière à la yeshiva pour être tranquille, il est en vacances. Il peut se renouveler encore une fois dans son énergie. À l'inverse, quand vous êtes dans l'industrie, quand vous êtes encore une fois dans la technologie, donc il y a une évolution constante parce qu'il y a un progrès des machines, on veut dire, mais du coup, ben, on n'a pas de stabilité, on n'est pas rattaché à quelque chose de figé, puisque justement la preuve, c'est que comme on dit aujourd'hui, on peut prendre son ordinateur et travailler n'importe où. On n'a plus de rapport avec des choses concrètes. Donc ces deux aspects ont des avantages et des inconvénients. Mais comment est-ce qu'Israël, et ça revient à ta question, comment est-ce qu'Israël est épargné de cela? Peut être épargné de cela. Nous dit le Rav, Omna, Am Hashem Ele. Nous sommes le peuple qui est évidemment rattaché à Kadosh Baruch Hu. Afalpi, chez Tachlitam, Ivada, Eliot, Am Chacham Benavon. Notre finalité, clairement, est d'être un peuple animé de sagesse et de discernement. Kelilei Amaalot, donc les merveilles même des vertus, de la création, de la connaissance, à Deot, à Yoter Teorot, à Mutzkalot, encore une fois, on a une envie constamment de regarder vers l'avant et de se développer. Il y a un côté comme ça parfois, qu'on peut parfois peut-être regretter, mais il y a du vrai aussi dedans. Il y a un côté très méprisant à l'égard des agriculteurs dans le monde. Donc, en général, il y a un côté comme ça un petit peu primitif qu'on va trouver chez la vie agricole. Il peut être honoré, mais en tous les cas, on voit qu'il y a une sorte un petit peu de bourru. Et pourtant, à l'inverse de cela, eh bien, il y a un rapport très respectueux à l'égard des agriculteurs selon la tradition juive. Ne serait-ce que pour une raison essentielle. C'est grâce à l'agriculteur que le peuple juif peut accomplir un certain nombre de mitzvot qu'il ne pourrait pas accomplir s'il n'y avait pas d'agriculteur. Donc le travail d'Akadosh Baruch Hu ne peut pas se passer, honorer Akadosh Baruch Hu ne peut pas se passer de l'agriculture. N'est-ce pas? Nichol Makom, Afes Hashem, ou Sheyu, Davka Neturim Aladmata. Voilà, je reprends ta remarque. C'est pas être des terriens, mais c'est être rattaché à la terre d'Israël. D'autant plus qu'un paysan qui regarde par terre, regarde pas les cieux. D'accord. Mais nous, on est constamment en train de regarder en travaillant la terre. On est profondément, et le Rav utilise un terme très fort, netourim. On est enraciné dans la terre d'Israël. Et on voit bien, je répète encore une fois, on voit bien l'implication politique de l'agriculture aujourd'hui. Vous savez que
c'est triste même parfois. Et vous savez que quand on ne travaille pas une terre, quand on la laisse un petit peu en jachère, eh bien, les populations environnantes, enfin, les animaux autour, l'exploitent. Quand je parle des animaux, je ne parle pas des sangliers, hein. Je parle des autres porcs, des Arabes. Ils exploitent cette réalité-là. Quand le berger va promener son troupeau, et pourquoi il se met en danger malheureusement dans certaines régions en Eretz Israël? Parce que, à juste titre ou non, les Beurs, les populations, nos ennemis, ils voient un signe de conquête. Mais les agriculteurs, on n'a pas beaucoup d'agriculteurs en Israël. Il y a une grande difficulté à travailler dans l'agriculture parce que c'est un travail qui est très dur. Mais c'est ça, je ne comprends pas. Parce qu'en même temps, on est le peuple qui doit travailler. On est rattaché à une terre. On a gagné une terre, elle est spécifique. On se doit de s'en occuper, D'entretenir. de l'entretenir. C'est très difficile. Et en même temps, je trouve qu'on a plus de personnes high-tech que de personnes agriculteurs. Parce qu'on est dans cette réalité-là. Certains de nos maîtres nous disent que quand Alors, justement, certains de nos maîtres nous disent justement que dans le futur, on viendra à cette notion, à cette valeur de l'agriculture. Je vais te dire ce qui est certain, c'est que l'agriculteur, le paysan d'aujourd'hui, et en Israël en particulier, il n'a pas la salopette. Il est ingénieur en agronomie. Ouais. Tu vois, il y a aussi une évolution par rapport à cela. C'est une bonne chose. C'est pas un problème, on ne les voit pas nettoyer. Moi, je vois même dans les Yishurim, c'est comme ça. Non, c'est un vrai problème. De toute façon, Malheureusement, c'est une vraie difficulté. c'est qu'ils laissent, et puis en fin de compte, c'est des agriculteurs aujourd'hui, c'est les Arabes, c'est triste, hein. Mais il y a un autre aspect par rapport à ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui, même dans les terrains, ils sont obligés de les surveiller. Il y a des rondes la nuit pour éviter que les ennemis, là, tes ennemis, je veux dire, nos ennemis, ils viennent piquer, mais c'est une. Il y a Shomer HaChadash, il y a plein de mouvements, que des jeunes, dont ma fille d'ailleurs, qui vont là-bas pour essayer d'abord de faire la récolte. Par exemple, quand il y a eu la cueillette, il y a eu des régions en Israël, puisqu'il y a à cause de la guerre, donc ça pouvait, encore une fois, ruiner la parnassa, ruiner le subvenir à ses besoins, l'argent de l'agriculteur. Et il y avait des gens qui récolter ces fruits, par exemple, ou même pour faire des rondes, comme tu dis, effectivement, pour garder le terrain, parce qu'on vient piller le terrain des agriculteurs. Pourquoi il n'y a pas assez pourquoi c'est surtout dans les villes, d'accord? Pourquoi il n'y a pas assez d'agriculteurs et pourquoi il n'y a pas c'est un travail qui est très difficile. C'est un travail qui est très difficile. Mais c'est mondial, c'est pas un phénomène israélien. Mais là, on a autre chose. Mais tu as raison. Tu as raison, mais c'est un travail qui est très difficile. C'est vraiment un dur labeur. J'ai vu quand j'ai travaillé, j'ai travaillé, mais je n'étais pas dans la partie. Mais quand j'ai habité pendant 1 an dans le kibbutz d'Eliyahu, pour le coup, et j'étais très ému d'aider un peu, mais vraiment un tout petit peu, parce que voilà, pour planter une tomate, voilà. Et j'étais très ému de le faire. Il y a un côté comme ça qui est très émouvant. Voilà. Mais le fait est, c'est qu'on voit bien, tous les matins dans la salle à manger, il y avait écrit les précipitations qui vont arriver aujourd'hui ou non. Exactement. Il y a des réalités qui sont très complexes. Et en dehors de ça, ça reste un métier difficile. C'est un métier difficile. Il n'y a pas dehors, il y a etc. Il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de vacances. Vous savez pertinemment que la question, par exemple, de se doucher, c'est un truc bête ce que je vais vous dire maintenant, mais la question de se doucher le jour de Yom Kippourim, a priori, on ne peut pas se doucher le jour de Yom Kippourim. Et pourtant, celui qui est allé traire les vaches le jour de Yom Kippourim, il traite les vaches d'une certaine manière, etc. Mais il y a une liberté par rapport à cela, à cause, encore une fois, des vêtements sales qu'il porte, puisqu'évidemment, ils vont dans des endroits qui ne sont pas forcément appropriés. Donc, il y a un phénomène qui est très, très étrange, je ne sais pas si c'est lié, mais c'est sans doute lié malheureusement à la guerre. C'est que les fruits et légumes qu'on a en ce moment, ils sont bien meilleurs que ceux qu'on a d'ordinaire. Parce qu'en fait, il y a moins d'export. D'habitude, ils envoient beaucoup, ils envoient tout, et nous, on récupère ici que les fruits de seconde zone, on va dire, hein, malheureusement, hein, parce que c'est. Mais là, en ce moment, les fruits et légumes sont bien meilleurs. Hein, il n'y a pas de truc peut-être ils emmènent. Non, en plus, c'est vrai. Et c'est vrai, c'est connu, malheureusement, la farine que nous avons en Israël, qui est exceptionnelle, elle est vouée à l'exportation, par exemple. C'est assez terrible. Donc, il y a plein, les fruits, etc., tout ça sont voués à l'exportation. Évidemment, c'est une question économique. En tout cas, le fait est, c'est que le Rav met ici en évidence, d'abord, encore une fois, et je crois que c'est un point essentiel, nous sommes profondément
d'un côté rattaché à Akash Baruch Hu, on a cette notion de spiritualité qui est importante, mais d'un autre côté, eh bien, il est impératif que nous soyons profondément, pas seulement attachés, et je reprends le terme du Rav, enracinés à notre terre. Je ne l'ai pas évoqué en introduction à notre propos, mais ça me paraissait évidemment logique, mais vous savez pertinemment que quand vous allez dans un kibbutz à Shavuot, eh bien, qu'est-ce que c'est que Shavuot dans un kibbutz? C'est une fête agricole. Vous avez les meules, etc. C'est un festival. Vous allez à la synagogue, d'accord, beaucoup de synagogues, disons, traditionnelles. C'est quoi Shavuot? C'est un jour d'une grande spiritualité, parce que c'est le don de la Torah. Et j'ai envie de vous dire, comme j'ai coutume de le dire, eh bien, il me semble que les deux se trompent, ou les deux ont raison. Et je suis toujours évidemment intéressé à mettre en évidence, à mettre en valeur la valeur du don de la Torah. Mais il me semble que ce qui évidemment a été négligé pendant 2000 ans, parce qu'on était en exil, c'est la valeur essentielle et intrinsèque qui n'est pas en train d'unir les deux, mais qui est en train de révéler l'unité dans ces deux dimensions que sont Shavuot. On n'apporte pas un pain Chametz à Shavuot, on apporte deux pains Chametz à Shavuot. Justement, cette idée, encore une fois, d'avoir une cohésion totale entre la Torah et le rapport à la terre. C'est pour ça que Shavuot est la fête du milieu, quand même. Si Pessah est la première fête, si Sukkot est la dernière fête, Shavuot, c'est la fête du milieu, c'est la fête de l'équilibre, c'est l'harmonie la plus totale. Et c'est pour ça que ça me paraissait quand même essentiel, vraiment, de toucher du doigt un petit peu ce rapport au Bikui, parce que c'est quand même ça aussi, Shavuot. Le fait est que le Rav nous dit, donc, Netuim al Admatam, Neni Venizonim, Bitu Arza. D'avoir le bonheur, le privilège de pouvoir manger les fruits de sa terre. On n'a pas dit Ishtachatena, on a dit Ishtachateenato. L'homme sous son figuier. Son figuier. Si c'est son figuier, c'est qu'il faut qu'il ait un figuier, au sens le plus simple du terme. C'est pas? Velo yasimu kol me'aim, beyane kalkala, zulat avodat adama, veyevula. Il ne serait pas, et c'est ça que vous avez soulevé d'ailleurs, sur le rapport au high-tech, il y a quelque chose de très dérangeant dans cette idée aujourd'hui on est en train de se remettre de ça, à mon avis. Je pense que le high-tech, une fois, avec tout ce qu'il a de positif et d'important, j'ai un peu le sentiment qu'on est quand même sorti de la phase où c'était le high-tech, c'était le travail le plus important et il n'y avait que ça qui comptait, etc. Je ne dis pas qu'on a fini et je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais il y a une moi, surtout, je n'ai pas une formation de high-tech de base, mais il y a une époque où on prenait n'importe qui voulait faire de l'argent, la start-up, le pays de la start-up, et ça allait. Et j'ai l'impression qu'on est un peu en train de revenir de ça malgré tout, parce qu'il y a une tension, évidemment, il y a de la concurrence, etc. Mais ce qu'on dit là, dans cette idée où on aurait une économie qui serait, comment on dirait, une économie monosecteur. Quelque chose de terrible là-dedans. D'accord. On a besoin, un État a besoin de balayeurs, un État a besoin d'agriculteurs, un État a besoin d'ingénieurs, un État a besoin de... Et si tu vas jusqu'au bout par rapport à la terre, actuellement, on voit bien, nos Khayalim, qu'est-ce qu'ils font? Ils défendent notre terre. Et c'est des gens de la high-tech. Enfin, Donc, en fin de compte, ils défendent la terre pas pour en tirer pas en tant qu'agriculteur, mais parce que c'est notre terre. Donc, en fin de compte, tu vois, tout est imbriqué. Exactement. Et on ne peut pas le négliger. Mais encore une fois, il nous parle de manière évidemment, pour l'instant, à l'échelle générale, j'ai envie de dire, avec un accent particulier sur le rapport d'Israël à sa terre, encore une fois, parce que nous devons, on n'est pas en autarcie, mais il est évident que nous avons ce rapport à pouvoir bénéficier des fruits de notre terre. Encore une fois, à partir du moment où on n'a pas cette possibilité, vous avez des pays dans le monde qui n'ont pas cette possibilité, ils n'ont pas du tout le climat, ils n'ont pas du tout la terre pour pouvoir produire des fruits. Donc, ils sont automatiquement dépendants d'autres États. Nous sommes à peu près justement dans cette réalité dans notre État où nous pouvons réellement pouvoir manger les fruits de notre État et tout ce que ça implique. Et quand évidemment on est en exil, eh bien nous n'avons pas évidemment cette possibilité-là.
שתהיה יכולה להשתכלל בעצמה לכל חמדת שכל ורעיון וכל כישרון. Évidemment, quand nous sommes, ou מפני שכבר שם בכוח האומה, היקרה הזאת, puisque cette nation, elle a, encore une fois, une valeur, elle a pris soin de donner valeur à sa terre, donner valeur à son agriculture, elle peut, en parallèle, eh bien, s'améliorer, se progresser, faire avancer sur son esprit. Elle n'a pas besoin, eh bien, de prendre des idées du dehors. Pour le coup, quand j'étais, je répète, au kibbutz d'Eliyahu, ce qui était quand même assez émouvant et gratifiant, cette idée de pouvoir, d'abord c'était le kibbutz, donc il y avait ce côté où on était relativement à l'aise, si je puis dire, et on avait le temps de se consacrer à des choses qui ont vraiment de l'importance. Aller étudier, aller lire, les filles sont labeur, tac, on peut prendre le temps voilà, ce qui n'est pas forcément toujours facile à faire quand on habite en ville ou quand on habite dans un endroit où il y a un rythme qui est totalement effréné. Seulement, nous dit le Rav, Omdam, Beumot Haolam, Koach HaMisrael, Yechazek et Ha'eged HaChevruti. Qu'est-ce qui se passe quand on est tout seul avec sa terre? De manière générale, dans le monde, qu'est-ce qui se passe quand on est un agriculteur? On est assez seul. Excusez-moi, j'ai toujours ça en référence, mais on parle d'un taux de suicide terrible d'agriculteurs en France, par exemple. Des gens qui sont seuls. Ils sont livrés à eux-mêmes et ils n'ont pas du tout la possibilité d'avoir un rapport social, encore une fois, dans ce milieu-là, le milieu rural. Donc, l'industrie, le high-tech, la technologie, nous dit le Rav, dans les nations du monde, elle a un avantage, c'est qu'elle crée un tissu social. Mipne, Amassam Matan, Chiège la Sokhori, Matsrichim Zelazé. Évidemment, si on veut vendre quelque chose, il faut bien qu'on le vende à quelqu'un. Donc il y a un rapport bilatéral, il y a un rapport, une fois, social. Alors que l'agriculteur qui a profité de son labeur, qui a profité de sa terre et de ses fruits, l'agriculteur, en fin de compte, il est tout seul. Il est dans son champ, il est tout seul. Il n'a pas la possibilité d'avoir ce lien social. Et justement, qu'est-ce qui va permettre au Am Israël d'être attaché profondément à Kadosh Baruch Hu? Un amour qui ne dépend sur rien, qui est Kesher Ruchani. Quand l'agriculteur il va travailler tout seul dans son champ, mais comme on l'a vu à l'instant dans la Mishnah, qu'est-ce qui se passe quand il va se réjouir d'apporter les prémices de ses récoltes au Beth Amikdash à Yerushalayim? On aurait pu se dire, il prend sa récolte et puis il part à Jérusalem. Seulement, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas à Jérusalem. Il va dans la ville pour, en fait, se retrouver tous ensemble, toute la communauté. Ahavat Hashem v'Torato, cet amour d'Akadosh Baruch Hu de sa Torah, chez Kol Hatuv v'Anisgav v'Yotze Mizeh, Eino Nivna Kimale Korach HaAmami chez l'Am Israël. Comment est-ce qu'on peut donner sens à cette valeur, à cette agriculture, à cette récolte, à ces fruits extraordinaires, si ce n'est par le prisme du peuple d'Akadosh Baruch Hu rattaché à Akadosh Baruch Hu, exprimant ce rapport à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il doit être indubitable que pour l'agriculteur israélien, il n'est pas tout seul. Il est inscrit dans cette entité globale du peuple juif. C'est-à-dire qu'en réalité, pour reprendre mon propos, on ne peut pas faire un État qui soit totalement agricole, mais il serait pas, évidemment, il serait hors de question de faire un État où il n'y a pas d'agriculteurs. D'abord par rapport aux mitzvot qu'on doit y accomplir, et aussi parce qu'il y a une volonté que l'entité politique puisse s'assumer. Mais il serait absolument terrible si cette entité politique d'Eretz Israël vivrait, j'ai envie de dire, de manière individualiste et qu'elle aurait le sentiment que ce qui se passe chez les agriculteurs, ça ne nous concerne pas, et vice-versa dans les gens du high-tech. Il est important, encore une fois, on retrouve cette idée tribale, il est important qu'il y ait une cohésion, qu'il y ait un échange entre ces tribus au nom du peuple juif, au nom de tout Israël. Regardez la suite.
Alken, Abikurim, donc, ces prémices, Em Morim, Alachiba Yetera, Anodat, Leisod, Avodat Adama, Leuma Israël. Que sont les prémices d'une récolte si ce n'est le signe d'affection que nous avons de la nation hébraïque à l'égard de sa terre? On n'est pas forcément censé être agriculteur si on n'a pas forcément le talent pour être agriculteur. Par contre, on doit avoir un regard totalement admiratif et totalement affectueux à l'égard de ces agriculteurs. Et pas que les agriculteurs. Chacun dans son domaine, chacun dans sa mission. Chez Tarbout, quelque part, c'est un peu quand on a distribué les rôles, quand Hachem a distribué les rôles sur les différentes comment dire sur les différentes tribus. Il y en avait qui étaient dédiés à être à la pêche, etc., je crois, etc. Donc chacun avait quand même un peu son rôle, même s'il y en avait qui étaient bergers, il y en avait qui étaient. Alors je sais pas défini s'il y en avait qui étaient vraiment agriculteurs ou pas, mais c'est spécifié, c'est en fonction. Mais en fait, il est évident que la tribu de Zebouloun, par exemple, qui est sur le commerce maritime, elle n'est pas très méchante. Voilà, donc et ça arrive dans la Torah. Il y a chacun, encore une fois, vous ses talents. Ça n'empêche pas qu'une personne va appartenir à telle tribu et puis développer des talents dans d'autres domaines. Mais, encore une fois, ce qui importe, c'est construire une nation. Enfin, un des problèmes, vous savez, un des problèmes qui est souvent connu, qui est régi en Eretz Israël, c'est que tout le monde est avocat et tout le monde est médecin. Et ça pose un gros problème pour ceux qui ne sont ni avocats ni médecins. Et ça pose un problème d'autant plus grand parce que quand il faut construire une nation, justement, eh bien, on a besoin des joueurs, on a besoin de balayeurs, on a besoin d'agents d'accueil, on a besoin de plein d'autres choses, plein d'autres domaines. Je me rappelle qu'à la Yeshiva, entre parenthèses, il y avait un gros problème parce que les carreleurs, il n'y a pas de carreleurs juifs. Et c'est un problème. Il en a trouvé un chinois, mais il n'est pas juif. Mais il est rabbin. Non, mais ça montre bien encore une fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur. C'est un travail. Vous êtes faire justement, encore une fois, de l'importation de gens de main-d'œuvre, ce qui est à mes yeux, encore une fois, une erreur colossale. Si on veut construire le pays, ce qui était le cas au kibbutz à l'époque, encore une fois, tout cela pour entretenir, je répète, ce lien, cet amour que nous avons à l'égard de la mais tu te rends compte, il y a 2000 ans, quand on est revenu sur notre terre, il n'y avait pas. Tu racontes toujours quand je ne sais plus quel rab qui est arrivé, tous ces élèves sont morts ils ne savaient pas cultiver, ils ne savaient pas, il fallait assécher les marécages, etc. Les élèves du Gordel, etc. Ils sont arrivés comme ça. Oui, mais ils ont improvisé, certains sont morts. Ils sont arrivés. Ils connaissaient que la Torah, quoi. Ils n'avaient pas du tout. Donc, tout le monde s'est improvisé et a changé de métier, même ceux qui sont arrivés après. Je crois que c'était essentiel. Oui, bien sûr. C'est essentiel et je crois surtout que c'est quelque chose qui a évolué avec les années, mais ce n'est pas seulement dû au fait que l'État d'Israël était naissant, se retrouvait. Je pense qu'il y a aussi une mentalité. Je pense qu'il y a aussi une mentalité qui fait qu'à une génération, et j'évoque toujours avec affection mon grand-père à la Vachalon, cette capacité de partir d'Égypte à venir en Israël à 45 avec une ribambelle d'enfants, et de venir en Israël et de devoir partir en France alors qu'il ne parlait pas un autre français qui parlait l'arabe égyptien, et d'arriver à construire un hôtel, une épicerie, etc. Ça veut dire et à 45-50 ans. Et je ne suis pas certain aujourd'hui, même si on peut tout à fait être admiratif de la jeunesse, mais je ne suis pas certain aujourd'hui si une personne avec une famille nombreuse, eh bien, avec facilité, j'ai envie de dire, avec légèreté, est capable de partir, pas d'un quartier à un autre, partir d'un pays vers un autre pays pour aller essayer de retrouver, encore une fois, les deniers qu'il a besoin. Donc, je pense, je ne sais pas, c'est un peu l'impression que j'ai. Je laisse les blasés aujourd'hui. En tous les cas, chez Tarbuta, Tegadel, Dafka, Beyosa, Betor, Am Levadad, puisqu'on veut être un peuple, encore une fois, autonome, qui va être capable de s'isoler dans ses propres décisions, et donc, par conséquent, Ina Reuya Lilmod, Elder Chagoui. Je n'ai pas besoin de vous expliquer encore une fois que quand on importe quelque chose en Israël, pas qu'en Israël, mais quand on importe quelque chose en Israël, je dis souvent, quand on apporte un fast-food en Eretz Israël, il faut être conscient qu'on n'importe pas seulement deux tranches de mie et deux tranches de mie de pain et un steak. Ouais.
On importe tout un monde avec ça. Culture qui va derrière. La culture qui va derrière, avec ce qu'il y a de profondément peut-être positif, mais aussi ce qu'il y a de négatif derrière. Donc, Veina Reuya, lilmod el derech hagoyim. וכוח האחדות נשלם על ידי הצד הרוחני שהוא הדיר בה. Encore une fois, qu'est-ce qui va pouvoir clarifier, ratifier cette unité, encore une fois, de cette mamlechet kohanim, de cette nation animée à servir à Kadosh Baruch Hu, c'est, comme dit la Mishnah, la Gdil Torah ve'yadir. C'est-à-dire qu'on veut absolument permettre à la Torah d'être présente partout. Pour être présente partout, il faut qu'on puisse y déceler la présence d'Akadosh Baruch Hu dans tous les domaines possibles. Donc, quand la Hayarot, toutes les villes, je reprends notre Mishnah, vous voyez, tout cela pour arriver à ce que le Rav maintenant reprend la Mishnah et il explique ça. Ce qui à chaque fois est exceptionnel dans le Hayar, c'est qu'il commence à expliquer un certain nombre d'idées, on se dit, on ne voit absolument pas le rapport avec la Mishnah qui a été évoquée, et après avoir dit cela, on arrive à la conclusion, mais comment on aurait pu comprendre autrement? Nous dit le Rav, Alke, Kol Hayarot, Shebe Mahamad, Mitkansot Leiro Shel Mahamad. Donc, alors que dans les villes du monde entier, la valeur, encore une fois, de l'industrie, la révolution industrielle, soi-disant, elle a le pas, elle va prendre le pas sur l'unité, Nivnakan, alors que là, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? C'est qu'en réalité, l'unité du peuple se fait autour de la terre, se fait sur la base de la terre, avec cette conception, avec cette reconnaissance de l'importance de l'associativité, cette importance du rapport de l'un à l'autre. Nivnakan alidea davar ameshutaf be'avodat Hashem teora. Nous honorons tous Akadosh Baruch Hu. Un seul objectif. Notre regard est tourné vers Yerushalayim. Velanim berechova shel ir. Puisque nous dormons dans la rue, sur la place publique, afin, pas par rapport au côté négatif que vous évoquez, qui est le sens obvi de la Mishnah, pour éviter d'être dans l'impureté. Le Rav nous dit exactement l'inverse. Pourquoi dormons-nous sur la place publique? Les orod gamken, al chibatam lechaye ateva, shenimtzed be'avodat adama. Pour pouvoir montrer, enseigner l'affection que nous avons à l'égard de la vie naturelle, encore une fois, qui se trouve aiguillée par le travail de la terre. Il y a quelque chose de très vivifiant. On reprend la problématique bien connue actuellement. Certains sont très méprisants à l'égard du camping. Et je ne dis pas seulement pour des raisons d'âge, ou il y a un certain âge où on n'a plus envie de faire de camping, mais j'ai entendu souvent un certain mépris à l'égard du camping. Mais il y a quelque chose de très gratifiant, de très émouvant du camping. On est rattaché à la terre. Quelque chose de totalement impersonnel dans une chambre d'hôtel. Je ne vais pas dans une chambre d'hôtel toutes les semaines, hein, mais c'est une chose de voilà. Alors que là, on est ce rapport de revoir les bases, les essentiels. On va nous dire, Ve'einam nechassim labatim. Ils ne rentrent pas dans les maisons. Gamken, ene, mipne tumatoel. Comme vous savez, si un juif meurt, que Dieu préserve, dans une maison, il rend impur et il rend caduque la possibilité de monter à Yerushalayim. Évidemment, il y a énormément d'impuretés qui peuvent nous écarter de cette vie, encore une fois, naturelle, à laquelle nous aspirons. Et combien est heureux le peuple qui va, comme ça, être tellement prudent à vouloir garder d'un côté une vie intègre, rattachée à la nature, mais en s'épargnant, en se libérant des impuretés qui pourraient le toucher. Je vous rappelle que la notion d'impureté est d'abord et avant tout rattachée à l'élan vital qui est remis en cause. C'est la base même de la notion d'impureté et de pureté. Tout ce qui peut amener la vie, tout ce qui est rattaché à la vie est rattaché à la pureté. Tout ce qui, à l'inverse, se coupe de l'élan vital, automatiquement est rattaché à l'impureté. Puisque nous sommes rattachés à la terre de vie, à la maison de vie, au Dieu vivant, à la Torah vivante, au peuple vivant. Donc la vie, au contraire, a une valeur tellement exceptionnelle pour nous, si je me permets d'insister là-dessus, qu'on est prêt à mourir pour elle.
C'est justement parce que la vie a de la valeur. Beinatzlo, Mérida chez Adam. La vie a de la valeur. La dignité humaine a de la valeur. Je vous rappelle par la même occasion que quand on a commencé le Homer en apportant eh bien, la mesure de l'orge qui relève encore une fois de la nourriture animalière et que nous avons progressivement avancé dans le décompte du Homer pour pouvoir apporter du blé à Shavuot, donc la nourriture digne de l'homme. La vie naturelle, quand on dit ça en français, il y a un côté un petit peu la vie naturelle, c'est-à-dire la vie bestiale. Parce que, il y a un peu ce rapport-là, soit naturel, donc soit proche soit primitif. Alors que comme j'avais entendu mes maîtres, que j'aime beaucoup quand ils disaient comme ça, sur le fait que primitif, en hébreu primitive, et si vous séparez, c'est primitive. C'est le fruit qui est plus proche de ce qui est bien. La primitivité chez nous n'est pas une primitivité pour descendre, mais une primitivité pour revenir à quelque chose, encore une fois, d'authentique, de cohérent. Ce qui n'a pas été notre cas pendant 2000 ans. Donc justement, pas être un animal, au contraire. Kim liot tarbuti ou bal de harama, vezacha admeod. Qu'est-ce que c'est qu'un homme cultivé chez nous? Bah, évidemment, c'est un homme d'abord moral, qui est rattaché aux valeurs essentielles. Que va être un homme cultivé en Allemagne il n'y a pas si longtemps que ça? C'est Heidegger. Voilà, cultivé, avec des bocaux de cerveau juifs dans son bureau. Vézé, il n'est pas possible d'être, encore une fois, un peuple doué de culture, un peuple animé, un peuple élevé moralement, si ce n'est le peuple juif dans son entité, à la fois rattaché à la terre pour Akadosh Baruch Hu, pour s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Et donc, ça ne serait pas envisageable d'aller, j'ai envie de dire, d'aller semer, d'aller se promener sur des terrains étrangers, sur des champs étrangers. Parce qu'évidemment, si on va sur des champs étrangers, il y a une dimension séparatiste, comme j'aime à le rappeler, c'est-à-dire le rapport méprisant à l'égard du paysan au profit de la révolution industrielle. Mais ce n'est pas ce que véhicule, n'est-ce pas, l'entité hébraïque. Regardez la suite. Et là, cet endroit, cette ville, le peuple Akadosh Baruch Hu, où vont sortir de lui des rois, des prophètes, donc des gens, encore une fois, qui sont à la fois agencés sur la vie économique, la vie politique du pays, et aussi la vie spirituelle, des sages qui l'animent. Vous comprenez? J'ai envie de dire, je vais le dire un peu autrement. Platon n'était pas agriculteur. Platon était philosophe. On ne peut pas être à la fois philosophe et agriculteur. Sauf chez nous. C'est ça qu'on est en train de mettre en évidence. On a à la fois un pieu pour construire sa maison, on a à la fois un arc pour mener la guerre, tout cela dans la même entité. Et pour reprendre entre parenthèses à juste titre, la remarque que tu as dit tout à l'heure, les soldats, dans les soldats, il y a des ingénieurs, il y a des profs, il y a toutes sortes de gens, ils sont tous en train de se battre ensemble pour la même finalité. Il n'y a plus d'ingénieurs quand on est tous il n'y a plus d'ingénieurs et de profs et de paysans quand on est tous en train de porter l'uniforme militaire. Il y a ce rapport avec les traits, encore une fois, qu'on retrouve à cet endroit-là, justement. Chez Kol Yitrono, Ira Kesheyasim Lev, les Fateach et Achamudot Akedoshot, Agnuzot, tout cela n'a qu'un seul intérêt, n'a qu'un seul avantage, c'est quand on va justement, eh bien, œuvrer, déployer, tout ce qui a, encore une fois, profondément attaché à la sainteté, avec le talent, encore une fois, développé, mis en évidence de chacun. Et pour cela, eh bien, comme je le disais, nous n'avons pas besoin. Regardez ce que l'arabe il a mis ici en évidence. Il n'a pas dit les champs étrangers, il a dit les vergers étrangers.
on va s'enivrer, c'est pour ça que je me suis permis de dire un petit peu sur la high-tech tout à l'heure, on va s'enivrer de vergers, de vins étrangers, qui vont nous laisser croire où se trouvent les gens vrais, les gens bien, si je puis dire. Et on sait très bien que la personne bien, c'est pas parce qu'elle a une licence universitaire que c'est une personne digne de ce nom. Ou à l'inverse. Elle est bien parce qu'elle est bien. Elle est morale parce qu'elle est morale. Encore une fois, Kermil, Kermei, Zari. On n'est pas, c'est très subtil de prendre ce qu'il y a à apprendre et de ne pas prendre ce qu'il n'y a pas à apprendre. Je répète, on n'est pas en autarcie. Mais on doit ne pas perdre de vue, encore une fois, la valeur essentielle qui rattache cette nation à sa terre. Et donc encore une fois, et la preuve, c'est que dans le peuple, puisque nous ne sommes pas une faculté du judaïsme, eh bien, il y a énormément de types de gens, des érudits et des moins érudits. Mais il y a quelqu'un, le Cohen en l'occurrence, qui est là pour rappeler aux yeux de tous et au nom de tous où allons-nous? Où va-t-on? À Jérusalem. Comprenez derrière cela, c'est comme si par exemple on avait un conflit et qu'on est en train de discuter de savoir qui va diriger Rafiach après la guerre. Exemple théorique comme ça. Alors que si effectivement nous étions conscients de la valeur essentielle de Rafiach, la valeur essentielle de Gaza, au nom de la Torah, au nom de la parole d'Akash Baruch Hu, la question ne serait même pas posée. Parce que nous serions convaincus, nous serions conscients que tout ce conflit que nous menons n'a qu'un seul but, c'est sanctifier, proclamer l'unité du nom d'Akadosh Baruch Hu. Le Cohen, dans notre propos, nous dit quoi? La mashkim, on part de bon matin. Si c'est la mashkim, ça veut dire qu'on part de bon matin, mais on est même heureux de partir. Il ne faut pas oublier, si je me permets de dire un peu techniquement, on se lève de bon matin parce qu'on va quand même partir à Yerushalayim a priori à pied. C'est mieux de partir le matin où il fait moins chaud quand même. Que les gens partent. Mais ce n'est pas que technique. Cette idée de se lever le matin de bonne heure, c'est qu'on est dans l'exaltation de partir. Les mashkim ayamemoune, donc celui qui est responsable de le dire, Kumu, Naale Tzion, montons à Jérusalem, El Beit Hashem Elohenu. Je me permets de rappeler, encore une fois, on monte où? À Tzion. La ville de Jérusalem, elle a plein de noms, mais elle a deux noms qui sont particulièrement importants, c'est Tzion et Yerushalayim. Yerushalayim, c'est la valeur spirituelle, j'ai envie de dire, intrinsèque à Jérusalem. Tzion, c'est le rapport politique, extérieur. On monte à Tzion, qui que nous soyons. Il y a déjà une montée. On monte à Jérusalem, on est déjà en train de monter. Le fait de monter à Jérusalem nous élève déjà par essence. Vous avez pris le train à Haïfa pour Yitzhak Navon, vous êtes déjà dans l'élévation. Avant même d'être arrivé à Jérusalem. Et deuxième dimension, El Beit Hashem Elohim, de monter sur le Harabait évidemment pour aller rencontrer, eh bien, Akadosh Baruch Hu. Amin. Ok? Amin. Pardon? Ah, vous êtes arrêté aussi. Excusez-moi, j'ai avancé des trucs. Alors, passons directement à Kaftet. Non, c'est dommage, il y a plein encore. Et j'ai essayé de faire le plus court, mais. Alors, je poursuis à Kaftet, excusez-moi. Un jour, il faudrait faire toute la série parce que c'est vraiment exceptionnel comme c'est. Donc, je poursuis à Kaftet. À Shor, Oler, Lifne. Après avoir compris que nous montons tous vers Jérusalem, eh bien, il nous importe de savoir comment on monte. Qui est devant nous? Ashor, Oler Lifnehem, Vekarnav, Metsupot Zahav, Veatara Shel Zai Berosho. Donc, nous avons devant nous des bovins avec des cornes qui sont peintes, recouvertes d'une feuille d'or et une couronne d'olive, une couronne de feuilles d'olivier sur la tête. Vous voyez, c'est simple. Voilà. Alors certains diront, oui, mais c'est très symbolique. C'est pas du tout symbolique.
on a mis en évidence le fait comment s'est constituée la nation avec un rapport agricole et un rapport spirituel. Mais comme je viens de l'indiquer, tout cela n'a qu'un seul but, Akadosh Baruch Hu. Akol bara l'irvoto. Tout ce qui a été façonné, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Nous explique le Rav. Uma. שיש לה מטרה עליונה ונשגבה, היא מציינת את דרכה לחבב את העבודה. Une nation qui a un but profondément élevé, eh bien, elle met un point d'honneur à aimer le travail. Je m'explique. Dans certaines contrées, les gens vont réclamer, et évidemment parfois à juste titre, des hausses de salaire. Mais en réalité, on voit que ce qui se cache derrière, malheureusement, il y a une volonté de travailler moins et gagner plus d'argent. Moins je travaille, plus je vais être content. Mais quand on est conscient de la valeur essentielle de la nation qui se construit, eh bien, il nous importe d'œuvrer, il nous importe de travailler, il nous importe d'être partie prenante, d'être acteur dans la construction de notre nation. Donc le travail en tant que tel a une valeur, qu'on soit jeune ou moins jeune, encore une fois, on a une valeur à bouger, à œuvrer, à être utile. On sait pertinemment qu'un des grands dangers quand les gens arrivent à la retraite, c'est de se sentir inutile à la société. Mais justement, grâce à ce travail, grâce à cet effort, Vegia Kapay, Béléon, dans la nation, Isudru Chaim Ksherim et Yesharim, on est authentique. Je n'ai pas dit qu'on doit faire un travail qui ne nous convient pas, mais combien j'ai pu rencontrer de gens à un certain âge qui faisaient un travail à mi-temps, qui se portaient volontaires, là, ce n'est pas une question d'argent, qui se portaient volontaires pour justement continuer à œuvrer. On a 70 ans et on part dans une base militaire pour soutenir les soldats. Il y a quelque chose d'important, cette idée de l'effort, de la valeur, encore une fois, qui semble-t-il a une influence sur la droiture et la cohérence de l'homme. Veillez. S'il n'importait dans notre travail que, eh bien, d'aspirer à une promotion, si je peux dire, dans la vie terrestre, dans la vie du corps, si il nous importait uniquement d'avoir de l'argent pour pouvoir vivre de ses rentes, alors il n'y aurait aucune utilité ou aucune valeur essentielle au travail en tant que tel. Mais étant donné que notre aspiration, je le rappelle, mitzvah de binyan veishuv haaretz, il y a une valeur à construire la terre. Aval keivan sheyesh la nefesh rama, nous sommes animés d'un idéal profond. Ashoefek lagdil peula baolam. On veut améliorer le monde, faire progresser le monde. Je suis toujours très ému de voir des ingénieurs qui travaillent dur, sans aucun doute, mais je vais dire, qui ne sont pas totalement satisfaits, on dirait sipouk, ils n'ont pas cette exaltation du travail qu'ils font. Ils ont besoin de créer quelque chose qui va améliorer, une application qui va permettre d'améliorer la vie quotidienne des gens, de mettre en place, surtout quand c'est des gens qui sont des Torah en plus, d'améliorer quelque chose au niveau toranique dans l'étude de la Torah. Ça montre bien que le travail est important, mais qu'ils aspirent à quelque chose, encore une fois, qui les amène à se libérer, à pouvoir faire quelque chose avec encore plus de valeur. Tout cela, encore une fois, pour améliorer le monde. On n'est pas en train de mépriser l'argent, bien au contraire, mais on sait pertinemment que l'argent n'a de sens pour nous que pour en faire quelque chose. Pas pour accumuler des gains, des fonds. Omnam, si Arnaud était là, il pourrait développer cette idée en profondeur. Omnam, Aoshe, Loye Mechaven La'atzmo, cet argent, cette richesse n'est pas à des fins personnelles, mais n'a qu'un seul but, n'a qu'un seul objectif, à savoir éclairer le monde, lui permettre d'aller mieux. Be'or HaChokhma, animé par cette sagesse, à la lumière de cette sagesse, et de la vraie connaissance. Évidemment, la vraie connaissance, c'est Akadosh Baruch Hu. Or Hashem Elohei Olam.
Ça, c'est la destinée d'Israël. Reprenons une seconde on va le voir dans la langue du Rav. Reprenons une seconde nos bovins qui marchent devant nous. Qu'est-ce que le bovin? Le bovin, c'est la bête de somme, c'est le tracteur. C'est le travail de la terre. C'est pas? C'est ça qui est mis en évidence. Il a des cornes peintes en or. Nous sommes déjà en train de laisser entendre la valeur de l'économie, de l'or, de l'argent. C'est à la tête. Oui, il faut un pays qui puisse s'assumer pleinement économiquement. On n'a aucune volonté d'être au pied, à la dépendance d'un autre État. De pouvoir avoir une économie florissante et indépendante. Mais est-ce que tout cela n'a que pour objectif d'être une nation riche, telle l'Égypte, telle l'Amérique? Non. Il y a une couronne de feuilles d'olivier qui est sur sa tête. Qu'est-ce que c'est que la couronne de feuilles d'olivier? Si ce n'est le rattachement à l'huile d'olive, donc la sagesse, donc la chokhmah. C'est ça que le Rav est en train de nous expliquer. La valeur du pays doit être clairement, comme je disais, florissante. C'est fabuleux qu'il y ait des prouesses technologiques, qu'il y ait une avancée technique, qu'il y ait la valeur du travail en tant que tel, mais avec un objectif qui soit beaucoup plus élevé que simplement de pouvoir avoir un AAA dans le pays, dans le nombre des pays les plus riches du monde. Regardez ce que nous dit le Rav. Ashor oler lifnei mikevan mechaven el avoda Rav tevuot bechor shor. Je me permets d'insister sur ce bovin. Eh bien, j'ai coutume de rappeler que vous avez deux animaux qui sont les bêtes rattachées à l'agriculture. Le bovin, le taureau, et l'âne. Mais les deux n'ont pas le même rôle. Vous en avez un qui creuse, c'est le taureau, et l'autre qui plante. C'est le âne, c'est le chamor. Évidemment, le rapport au chomer. Si on avait dit que ce qui nous importe d'abord et avant tout, c'est simplement de planter, voilà, pour mettre la graine dans la terre, dans ce cas-là, on aurait mis en évidence le rapport au chomer, au chamor, purement matériel. Mais ce qui nous importe, c'est de creuser. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui est profondément riche, spirituellement, intellectuellement, économiquement. C'est bon, je m'arrête. Je vais aller me reposer, voilà, je vais prendre ma retraite, je vais aller m'asseoir sur une chaise longue, les pieds en éventail. Te dit la Torah, continue. Peu importe quelle que soit la modalité, le rythme, les heures, etc. Mais continue, c'est le taureau. Creuse, continue à approfondir, continue à travailler, continue à être dynamique. Comme j'ai cité Manitou quand il dit, le vieux rabbin, c'est un ravagé. C'est-à-dire, il est important de ne pas être un ravagé. Il est important de ne pas vieillir. La jeunesse n'est pas qu'un âge biologique. C'est pas quelque chose de supérieur à cela. Cette idée d'avoir cette exaltation, de ne pas se désillusionner de ce que nous voyons. C'est la jeunesse. C'est ça, on creuse, on avance. Rav Dvor Bechor Shor. Je vous rappelle, c'est pas hasard si le signe du taureau est rattaché à Yosef Hatzadik. C'est cette dynamique constante de vouloir parfaire le monde. Yosef est un grand économiste, mais d'abord et avant tout, est un être, évidemment, nous le savons, élevé d'une grande spiritualité. Dans ces notions-là. V. Karna Metsupot Zahav. Donc, ces cornes sont peintes en or. Pourquoi? Les orot. Chez El Haosher, Tavi Beder Yachar Rak Avoda. Combien serions-nous heureux de gagner au loto? D'abord, il faudrait y jouer, en ce qui nous concerne. Ce serait pas... Déjà, commençons par là. Mais à côté de cela, on voit que il y a énormément de gens, et je n'ai pas parlé de voler, j'ai même pas parlé de faire un hold-up dans une banque, hein, je parle de minimum de droiture. Mais on se rend compte de gens qui ont gagné au loto. On peut les tuer. Oui, bon, ça, c'est pas un vol.
Entendu? Ils sont venus aussi pauvres qu'avant, beaucoup. Qui là-bas? Non, ceux qui gagnent des motos. Ah oui, c'est ce qu'il y a de dire. Mais non seulement ils sont venus aussi pauvres qu'avant, voire même plus qu'avant, mais parce qu'ils n'ont pas su gérer ce trop-plein d'argent qui arrive d'un seul coup. D'où l'importance d'avoir des conseillers, etc., etc. C'est-à-dire que même dans cela, il y a ce rapport, encore une fois, de droiture. On sait pertinemment que avoir travaillé dur et avoir reçu 1 million de dollars n'a pas le même effet que de naître avec la cuillère d'argent dans la bouche, comme expression bien connue. C'est pas? C'est exactement cette problématique-là. La valeur du travail en tant que tel. Ce qui est plus dramatique, évidemment, c'est quand on a travaillé et qu'on ne reçoit pas son salaire. Ce qui est un issour de Horaïta, pas une interdiction de la Torah elle-même. Lola choc. On n'a pas le droit de ne pas donner le salaire de quelqu'un en son temps. Et malheureusement, j'aimerais vous dire que tous les endroits, évidemment, qui sont profondément élevés spirituellement, connaissent cette halakha et sont très pointilleux de l'appliquer à la lettre. J'aimerais vous le dire. Vélo, l'ishlol, velavuz, velevloach, elzarim. Encore une fois, nous ne sommes pas en train de mépriser la valeur de ce travail, de vouloir encore une fois avaler, de vouloir effacer la valeur de l'effort. Ou on dirait, quelqu'un d'autre va faire le travail à ma place. C'est bon, vous partez à l'armée, moi ça va, je vais faire un truc de plus important. D'accord? Ça ne serait pas à la hauteur, encore une fois, d'une nation qui s'assume et qui connaît sa dignité. On est tous ensemble. Rag bekoach vekvurat shor, uniquement par la vigueur, la valeur, encore une fois, de ce travail, be'avodat yegia ve'amal, une fois l'effort, le dur labeur que nous pratiquons, quel que soit le domaine. Omnam, l'ozot igmarateuda, mais même cela n'est pas la finalité, n'est pas le but ultime de l'homme, de la société. Qui atara shelzai, si ce n'est une couronne de feuilles d'olivier. Pourquoi? Amore ora, que shemenzai ora. Maintenant, on pourrait se dire du coup, donc un ouvrier, quand il rentre à la maison, eh bien, il faudrait qu'il reçoive des cours de philosophie. On pourrait tomber dans cet écueil-là de penser cela. Pourquoi je dis cela comme ça? Parce que n'oublions pas un détail. Là, je cite un peu plus que ce qu'on a dans le texte ici pour vous familiariser avec cela. La menorah, elle est malgré tout, elle est en dehors du Kodesh HaKodashim. N'est-ce pas? La menorah, elle n'est pas avec l'arche de la Torah, de l'Ochot Abrit. C'est-à-dire qu'elle prend sa source réellement, elle a une valeur de sagesse exceptionnelle quand elle est toute orientée, les différentes liminaires de cette menorah, quand elles sont toutes orientées dans la bonne direction, c'est-à-dire en réalité vers le centre, selon un certain nombre de commentaires, ou orientées vers le Aron Abrit, ce qui est en réalité le même chose, orientée vers la présence d'Akadosh Baruch Hu. Donc l'objectif n'est pas parce que tu as été un ouvrier de recevoir encore une fois un cours de philosophie en rentrant chez toi, mais qu'en réalité, quand tu as été ouvrier pendant la journée, que tu vas aller au Beth Midrash en rentrant du travail, tu puisses avoir quelqu'un qui va te dire à combien c'est important ce que tu as fait pour compléter, pour améliorer, pour accomplir cette mitzvah de travailler la terre. Tout cela avec un seul objectif qui est Akadosh Baruch Hu. Il y a parmi les gens qui me suivent, au Rachel, il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui est médecin à l'hôpital de Naharia, anesthésiste à Naharia. Et je me suis permis souvent de lui dire qu'il aimerait tellement avoir le temps d'étudier plus la Torah. Et je lui ai dit, mais tu sais très bien que, je te le répète, je te le rappelle, à quel point tu œuvres dans la Torah dans la fonction que tu occupes. Il y a des valeurs, il y a des madrigotes, il y a des échelons. Mais on n'est pas en train de vouloir, et dois-je le rappeler, nous ne sommes pas en train de vouloir constituer une nation qui ne serait pas une nation, mais un Beth Midrash. Ça ne serait pas envisageable. On ne peut pas faire une nation comme cela. D'où la valeur du travail, d'où la valeur essentielle, encore une fois, de donner sens à ce travail. Mais tout le sens de ce travail prend acte grâce aux couronnes qu'il a sur la tête. Grâce à cette sagesse qui est animée par la Torah. Shemenza et Amenora, Amora le Or Torah Vedaat, qui donne la lumière, qui donne la direction. Au nom de quoi tu agis, au nom de quoi
Là encore, c'est quelque chose qui me tient profondément à cœur. Au nom de quoi le soldat se bat? Cette semaine, je vais vous faire rire. Cette semaine, j'étais dans une station comme d'habitude, on voit les soldats et tout. Et il y a un soldat qui était super content de voir un copain à lui qui est lui aussi militaire. Et je vois, il se prennent dans les bras, etc. Il essaie de faire passer le zouzou, ce qu'on appelle, l'application pour entrer dedans. Et il me dit si je peux lui ouvrir. Je t'ouvre à une seule condition, c'est que je veux recevoir la même accolade que tu as donnée à ton copain. Il est sorti et il m'a fait une super grosse accolade et tout. J'étais super content. J'arrête pas de m'éclater moi, avec les soldats. Tu veux que je t'ouvre comme tu dis Archeli. J'adore cette idée où les soldats ils disent Archeli, Archi. Quand un soldat me dit Archeli, déjà je le fonds. C'est exactement ça. On est avec des Chayalim, on est en train de leur rappeler, moi j'arrête pas avec les Chayalim. Hachem et Varech, j'arrête pas de dire, de bénir ces soldats, de leur rappeler au nom de quoi ils se battent. Et on prend cet exemple-là parce que c'est un exemple qui nous touche particulièrement en ce moment. Mais dans n'importe quel domaine que ce soit. Combien j'aime à dire que quand on a ouvert un ordinateur à Paris, on a éventuellement fait une mitzvah qu'on appelle une mitzvah des rabbanan. Parce qu'on doit subvenir aux besoins de sa famille selon les rabbanis, selon les enseignements de nos maîtres. Mais le même ingénieur qui va ouvrir un ordinateur en Eretz Israël, il a accompli une mitzvah de Horaïta. Parce qu'il construit, encore une fois, la valeur même d'Eretz Israël. Ce qui doit être renforcé, c'est pas seulement le fait d'allumer un ordinateur, c'est de savoir au nom de quoi il allume cet ordinateur. Toute la valeur, encore une fois, de la nation. Et à Rotse, chez Yarki, Yadri. Non, mais c'est vrai ce que je vous dis, c'est pas Non, 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 mais on est convaincus. Je ne veux pas vous interrompre, mais je crois qu'on fait quelque chose après sur la France. Ah, juste sur le point, c'est que. Et il reprend évidemment cet enseignement qui est bien connu, puisque la menorah dans dans l'hôtel, elle est tournée vers le sud, et que la table des pains de proposition, vous avez vu, je parle bien en français, elle est tournée vers le nord. A menorah, je rappelle, Arotsesh Yarkim Yadrim, Siman, et d'avoir a menorah, Bedarom. Vous savez pertinemment que les dattiers, eh bien, qui sont dans le Negev, donc dans un terrain qui est sec, eh bien, sont plus sucrés en étant dans le désert que s'ils avaient poussé dans une autre région plus accueillante, Plus arrosé. plus arrosée. Ça dit Katamar Ifrar. Il est clair qu'à un moment donné dans sa vie, oui, il y a pas une scission, mais il y a entre guillemets une distinction entre œuvrer dans la Torah et œuvrer dans plein d'autres domaines. Parce qu'on est rattaché à ça, c'est le cœur. Quand on se préoccupe du cœur, on ne peut pas se préoccuper du bras en même temps. Mais au quotidien, il est évident qu'il faut être conscient qu'il y a un cœur et un bras. Et que les deux doivent fonctionner correctement. C'est ça la menorah. Ainsi nous disent les Chachamim, Be Yona, chez Evi, Alezait, Davar Amevi, Oral Olam. Quand il y a eu la paracha du déluge, eh bien, vous vous rappelez, il y a la colombe qui va ramener à Noach des feuilles d'olivier dans sa bouche. Donc, vous vous rappelez, la colombe, ce n'est pas le symbole de la paix, on n'est pas chez les chrétiens, pardon, bon, chrétiens. Mais c'est d'abord l'expression de l'indépendance. Je préfère être en dehors de l'arche avec des feuilles, avec des feuilles d'olivier amères dans la bouche, que d'être dans l'arche avec toutes les victuailles. Mais là, le Rav nous ajoute un point supplémentaire. Le monde n'a de sens que s'il a un sens. Le monde n'a une justification d'existence que s'il y a une direction, s'il y a une destinée, s'il y a une aspiration quelque part. Que se serait-il passé le Vav et Sivan si nous avions décidé que Dieu préserve? Non, on ne veut pas la Torah. Eh bien, Akadosh Baruch Hu aurait ramené pas le monde à l'état de Tohu. Qu'est-ce que l'état de Tohu? C'est l'état de l'interrogation de la raison même de l'existence du monde sans pouvoir y trouver la réponse. Tout ce que je vais dire maintenant, c'est en un mot, Tohu.
Mais c'est trop long dans le verset pour dire Tohu Bohu. Tohu Bohu, ça passe mieux. Mais si on comprend ce que ça veut dire. Tohu, comme j'aime à le dire, ça vient de Tohu. Ça vient de l'ithot. C'est Tehiya. C'est l'interrogation. Vous ne voulez pas la Torah, alors que le monde a été façonné pour ce lien indéfectible entre le Créateur et la créature. Vous récusez cela, je ramène le monde à un état, encore une fois, d'interrogation sans réponse. Le philosophe s'interroge beaucoup, mais ce qui importe, c'est la question, pas la réponse. Alors que l'hébreu traditionnel, lui aussi, il s'interroge. C'est fondamental qu'il s'interroge. Peut-être qu'il va trouver la réponse, et peut-être qu'il va dire, je n'ai pas eu le mérite de trouver la réponse. Mais il sait qu'il y a une réponse. Vous voyez la nuance? Le philosophe, ce qui l'anime, c'est la question. Non? C'est comme une fois avait dit, je sais pas, enfin, d'abord, avait dit Marc Anawakni, il appelait ça la croabilité. C'est le ma, la capacité à poser une question, un sens, enfin. C'est le sens même de l'homme. Mais on n'est pas seulement capable de poser une question, on est capable d'être conscient qu'il y a une réponse. עכשיו, כלומר, מגמתנו שהעבודה תביא לעושר, והעושר לאתר את החוכמה והאורה. En travaillant, encore une fois, ça c'est une phrase très importante, parce que vous savez, il y a les sgoulottes. Vous savez les sgoulottes? Tu fais hop, ben, là, retenez-le, c'est une phrase très dure. Si vous voulez une sgoula pour avoir de l'argent, bon, accrochez-vous parce que c'est de la mystique là, vraiment profonde. Eh bien, si vous voulez avoir une sgoula pour avoir de l'argent, il faut aller travailler. Voilà. C'est là que. Après, je vous permettrai de m'embrasser la main, mes koubales, machin, voilà. Bon, okay. Donc, c'est ça que je veux dire. Tu travailles, tu as de l'argent. Tu as de l'argent, mais l'objectif, c'est encore une fois la sagesse. C'est la luminosité, c'est d'éclairer le monde, c'est le parfaire. D'accord? Avant de passer à un élément supplémentaire qui est la flûte, je t'écoute. Okay. Non, ouais. Tu veux dire quelque chose, non? Ah, c'est d'accord. Je veux parler de la France. Pas sur la France. C'est pas ce que j'ai compris, non? Non, je crois. Non, j'ai été en France récemment, chez Manu, et je discutais avec. Non, ce que j'explique, c'est que ça faisait 1 an et demi que je n'ai pas été en France. Et là, j'ai eu un choc culturel, quoi. Bienvenue. Et je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Ils me regardaient comme si j'étais un illuminé. Et nous, on est très bien ici. Avec les années, Je résume. Hein, avec les années, on en a souvent parlé avec Stan. Et j'avoue que ça m'amuse beaucoup. Parce que moi, je ne suis pas allé en France depuis plus de 30 ans. Donc, c'est déjà, voilà. Et ce qui m'amuse beaucoup et ce qui m'émeut beaucoup, c'est que de temps en temps, j'ai envie de dire, je vous prie de m'excuser parce que j'ai pu m'apercevoir que beaucoup de gens qui étudient avec moi deviennent des gens très problématiques. Oui, c'est un peu, ouais. Alors, oui, mais à cet égard-là, un peu divergent. Mais le pire, c'est les discussions avec un Lubavitch. Ah. Ça va, Israël, ouais, ça va très bien. Pourquoi je ne dis pas aux gens qu'il faut faire la raya avec Israël? Attends, Je suis encore donné. non, non, nous, les Juifs ici, ils ont besoin. Ils ont besoin, donc on est le capitaine qui quitte le navire au dernier moment. Donc les Juifs ici, ils ont encore besoin de Torah, de trucs, on les attire, on les nourrit, etc. Je dis, mais enfin, si tous les Juifs faisaient la raya, on n'aurait plus de problème. Ah non, non, on attend Mashiach. Quand Mashiach sera là, quand Mashiach sera là, Elle doit être là-bas au bout, ce n'est pas là-bas, elle est sur la table. et quand Mashiach sera là, eh ben, on fera une Australie tous en même temps. On sait, c'est une des problématiques les plus. Encore une fois, je reprends les propos du Rav. Bon, la mère était Chabad, donc il ne peut pas être suspecté de manquer de ça. Mais Mais le rapport au travail, le rapport, encore une fois, à œuvrer. Combien j'aime rappeler ce qui est enseigné dans la Gemara, dans la Sechet Sanhedrin, à la fin après 120 ans, on te pose une question. Tzipita et Yeshua, est-ce que tu as attendu la délivrance? Comment tu as attendu la délivrance? D'abord et avant tout, on te dit Emanta bedivre nevim. Tu as eu confiance que toutes les paroles qui sont inscrites dans le Tanakh, pas pour rien qu'on étudie le Tanakh ensemble,
eh bien, se sont réalisés. Et à cela, un autre maître Ran rappelle, se sont réalisés en ton temps. C'est-à-dire que tout celui pour qui ça pose problème, parfois les rapports virulents que notre nation peut avoir à l'égard des nations environnantes, tels que je les comprends dans le Tanakh lui-même, et je sais, on fait le Tanakh ensemble, donc on se rend compte évidemment de la problématique, eh bien, c'est en cohérence totale avec les maîtres traditionnels qui nous disent à quel point je considère que les prophéties que je peux étudier, elles sont en train de se réaliser maintenant, en ma génération. Donc, il n'y a pas cette attente que je vois plus dur. Malheureusement. Et encore une fois, la valeur du travail. Le fait est, c'est qu'en parallèle avec ce taureau, donc avec cette couronne d'olivier, il y a un détail supplémentaire qui n'est pas pour nous déplaire, à savoir la flûte à bec, la flûte traversière, que on joue pendant ce chemin-là. Klezmerim. Comment comprenons cela? Voyons ce que dit le Rav. Achalil, makel ifnehem, ad shenu magiim karov Yerushalayim. La flûte est en train donc de sonner, de résonner devant eux, donc aux côtés de ce taureau, jusqu'au moment où ils arrivent sur les montagnes de Jérusalem, les montagnes de Sion. On avance, et il y a tout un enseignement que je ne vous livre pas maintenant parce que c'est long, mais sur quand on arrive à Yerushalayim, comment est-ce qu'on vient nous accueillir, etc. Qui est accueilli en premier? Énormément de choses là-bas qui sont exceptionnelles. À l'occasion, on va s'intéresser en faire. Ce qui doit d'abord nous être connu, c'est que dans un enterrement, eh bien, il y avait une coutume ancestrale de jouer de la flûte. On jouait de la flûte à deux, j'ai envie de dire à deux moments dans sa vie réellement, dans cette mesure-là. Dans un enterrement et dans un mariage. Qui sont deux événements évidemment totalement opposés l'un à l'autre. Non. A priori, nous dit le Rav, Achalil, ou miyuchad beyoter le simcha, gam me'evel. Vous voyez? Cet instrument qui est à la fois joué dans des moments de joie, mais aussi dans des moments de deuil. Chalilin, les kala, ou les matis. Ou pour la fiancée, ou pour le mort. Omnam. Asimcha shlema, היא התנוצצת ביותר, היא מתנוצצת ביותר, כשלא יחסר עם ההרגשה של מציאות האבל, האפשרי לבוא, והוא נשמר וניצל ממנו. Que nous dit le Rav ici? La joie réelle, entière, complète, ne peut réellement étinceler, être présente, être ressentie, quand il ne manquera pas avec elle ce sentiment d'être conscient de la réalité de deuil possible et d'en être épargné. Je vais expliquer ça plus simplement. D'abord, au sens obvi, les gens qui vont propager cette idée d'être heureux, sans obstacle, la vie est un long fleuve tranquille, sont des gens en réalité qui ne peuvent pas être heureux. Parce que le bonheur tel que nous le concevons, eh bien, comprend des moments d'élévation et aussi des moments plus difficiles, des moments de joie et des moments plus tristes. Je n'ai pas besoin de vous expliquer, on a besoin de se porter volontaire pour vivre des moments difficiles. C'est pas le problème. Mais ça existe, c'est une réalité. Et arriver à vivre totalement heureux, pas dans la faiblesse de dire justement je suis heureux parce qu'il n'y a pas de problème. Non, c'est arriver à être heureux malgré ces moments plus difficiles qui ont été évoqués. Mais une dimension supplémentaire, et je pense qu'il est tout à fait rattaché à ce taureau, à la valeur du travail en tant que tel, justement dans le nom même de cet instrument avant. Vous avez que dans Khalil, vous avez c'est Chol, c'est Halal, c'est un espace vide. Il y a une expression du professeur André Neher que j'apprécie beaucoup sur justement le moment du don de la Torah avec le Sinaï, ce qu'on appelle le No Man's Land et le No God's Land. Ce sont les expressions du professeur André Neher. Ce moment où Akadosh Baruch Hu s'est mis en retrait pour permettre à la créature d'exister, mais à la fois
puisque sa créature permet d'exister, eh bien, du fait qu'Akadosh Baruch Hu se mette en retrait, il n'y a pas sa présence directe, si je puis dire. Et la volonté, par le prisme du Mahamad Arsinaï, que le créateur et la créature se rencontrent ensemble, en symbiose. Quand on va jouer de la flûte, il y a un espace vide, pour reprendre le Khalil. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce que nous allons faire avec cet espace vide? Est-ce que nous allons nous y rencontrer? Ou au contraire, nous allons, si je puis utiliser cette expression, nous allons profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu? Les Chalel Shem Shamayim. Et avoir imaginé la possibilité qu'il y ait un domaine où Dieu n'est pas présent. C'est ça la profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce que le Khalil est à la fois un ustensile, un instrument, donc construit par l'homme, manié par la main de l'homme, qui peut être un objet d'une joie extraordinaire et aussi un objet de deuil? Ça va être évidemment en fonction de l'implication de l'homme dans cette création. Penser qu'il puisse y avoir une séparation stricte entre le Kodesh et le Chol n'a pas lieu d'être quand on construit la nation. Il y a une distinction, il y a des échelons, mais on ne pourrait pas dire au Beth Midrash, il y a du Kodesh, à l'armée, il n'y a pas de Kodesh. C'est pas possible. Si on doit être un Goy Kadosh, une Mamlechet Kohanim, ça implique la présence, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu et de sa valeur, de son expression de sainteté, donc, je répète, dans tous les domaines de prédilection. Dans tous les domaines qui vont constituer la nation. Alken. Je dis le Rav, voici les trois forces essentielles qui permettent à la nation de réussir sa destinée, de réussir sa finalité, à savoir Avoda Bekoach Haguf. D'abord, le travail. Il y a la valeur du travail en tant que tel, à n'importe quel niveau, à n'importe quelle valeur que ce soit. Ashor Aoler Lifnei, ce taureau que nous avons évoqué. Aosher Rabba Alidea Karnav Metsupot Zahar, cette richesse qui va, encore une fois, donner sens, qui va être ratifiée par ces cornes peintes en or. V. Askala Abba Imaosher, V. Acharitsu. Et cette sagesse, cet apprentissage qui va nous permettre, par le prisme du travail, à vouloir encore plus se dépasser, encore plus s'élever, vers justement cette expression de la couronne, n'est-ce pas? On sait au nom de quoi, pourquoi nous œuvrons, nous travaillons. Mais prenez ça, je répète, dans n'importe quel domaine. Pourquoi on met des enfants au monde? Réponse, pour être tranquille, pour avoir quelque chose après soi. Donc c'est profondément égoïste. Donc c'est pas pour les enfants, c'est pas pour eux que tu fais des enfants. Ce qui est l'inverse de la conception hébraïque. On a des enfants au monde parce qu'on a un projet, on a une volonté de mettre en place un projet essentiel, encore une fois, au nom d'Akadosh Baruch Hu. Et la preuve, c'est que si dans le monde occidental, eh bien, on cesse progressivement de faire des enfants, c'est dû à une mécompréhension de la valeur même du foyer. Puisque si, encore une fois, c'est uniquement par instinct de survie ou à des fins personnelles, automatiquement, et à un moment donné, ça s'arrête. Et donc, automatiquement, il y a un pessimisme, évidemment, ambiant. Alors que si on est conscient qu'il y a un projet divin à mettre en place, tout notre ouvrage, à l'échelle individuelle et d'autant plus à l'échelle nationale, a pleinement son sens, puisqu'il est orienté vers cette couronne de feuilles d'olivier. Evshal, chez Kol Ele, Yaviou Gamken Shoah, que Dieu préserve. Toutes ces forces évoquées, économie, politique, etc., même spirituelle, même de sagesse, elles peuvent amener en réalité à la destruction de la nation. Gamken Shoah à la Ouma. Ksheishtamshu im ele, achamudot lara. On va utiliser toutes ces forces qui sont entre nos mains, en notre pouvoir, pour détruire la valeur même de la dignité humaine.
Avoda, tuchal hashpil et hatsura enoshit. Le travail pourrait humilier la dignité humaine, el ashkia achomrit levada, en lui infligeant, enfin, de sombrer dans les méandres de la matière, de sombrer, encore une fois, dans la matérialité la plus exceptionnelle. Je vous répète, vous comprenez que le Rav Kook, quand il s'exprime comme cela, il est d'abord, il a commencé déjà en dehors des Israël à faire cela, et on est vraiment dans le moment de la révolution industrielle. Tout le monde a rêvé de la révolution, tout le monde a vu la révolution industrielle comme quelque chose d'exceptionnel. Puis va arriver Charles Dickens, qui est antisémite d'ailleurs, et on sait ce que ça implique, et avec Oliver Twist, et tout les... Non, il y a un autre livre, lui, sur la révolution industrielle, j'ai oublié son nom. Bon, ok. Cette réalité-là. On pensait que grâce à la révolution industrielle, c'est fini, nous sommes arrivés au summum de la société, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de conflit. Puis arrive la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, 4 ans. Aosher Yavi, Amon Chemdat Ta'anagi Achaim, שמטמטמת את הלב מבינה אמיתית וחוכמה צדק אלהית. Vous êtes riche, vous pouvez profiter pleinement de cette richesse. Elle a une tendance à nous faire oublier de travailler, d'être dynamique, d'œuvrer. On te le dit expressément dans le Masechet Avot, n'est-ce pas, dans le traité de Avot. Étudie la Torah quand tu es pauvre, parce que tu étudieras aussi quand tu seras riche. Mais si tu n'étudies la Torah que quand tu es riche, eh bien même quand tu es pauvre, tu n'étudieras plus. Donc la richesse, ça peut être évidemment un moyen exceptionnel de pouvoir être tranquille pour pouvoir œuvrer à des trucs importants, mais ça peut être aussi un poison terrible. Quand tu vis dans la sérénité la plus, j'ai envie de dire, même végétative, l'implication va être dramatique. Alors que la remise en cause constante, alors que le travail constant, eh bien, te permet, j'ai envie de dire, de t'enrichir réellement. Achochma, tuchal, leoil, lara. Pareil, la sagesse. Tu as un esprit éclairé, utilise-le à bon escient. Tu l'utilises à mauvais escient, uniquement par orgueil personnel, l'implication sera dramatique. Chochmatra, vedatra, i shovevatra. C'est quoi shovav? C'est turbulence, c'est un peu je n'apporte. Tu as une sagesse, tu as une capacité, encore une fois, de t'améliorer, d'œuvrer, de développer ton esprit, d'accroître ton intelligence, utilise-la comme il faut. L'immédiateté de la connaissance aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à Google, a quelque chose d'absolument exceptionnel, parce qu'on peut apprendre plein de choses beaucoup plus vite. Et pourtant, ça peut être aussi un objet de destruction. Dévastateur pour justement cette sagesse humaine. Omnam. Mais avec cette droiture, encore une fois, que nous prodigue Akadosh Baruch Hu, avec ces voies de la justesse, que la Torah nous prodigue. La Torah n'est pas là pour nous dire arrêtez-vous, n'œuvrez pas à construire la terre. Au contraire, la Torah est là pour nous dire comment est-ce que nous allons construire cette nation. Donc la construire. C'est-à-dire qu'elle nous donne les moyens pour réellement affronter les défis que nous vivons en construisant la nation. La parole d'Akadosh Baruch Hu, qui elle va sortir clairement de Yerushalayim. Inenu betuchim, she'ele ha'atzlachot ha'machshirot et osher ha'uma, le bonheur de la nation vient du fait que nous puisions justement cette richesse, le sens de la vie, le sens de notre travail, du cœur de Jérusalem. Quand le cœur va, tous les membres du corps peuvent fonctionner comme il se doit. Quand le cœur ne va pas, le sang ne circule pas comme il faut. C'est exactement ça, à l'échelle de la nation. Tout cela n'a qu'un seul but, Yaviwa be'emet le rom malata, à une authentique élévation. Alkel. Achalila mukshar gamken level, donc cette flûte qui est aussi appropriée pour les moments de deuil, elle va jouer, elle va être jouée pour mettre en évidence la valeur de la joie, de la grandeur, de la sérénité, de la festivité forte, jusqu'au moment où nous arrivons à l'approche de Yerushalayim.
Kisham, Siva, Hashem et Aberacha. C'est là-bas que la bracha elle a du sens. Puisque quand on arrive à Jérusalem, on rencontre un Kadosh Baruch Hu, donc on n'est plus, entre guillemets, angoissé de savoir si tout ce que je fais, ça va amener la joie ou au contraire la destruction. Parce que quand on arrive au cœur de Yerushalayim, tout retrouve sa cohérence, tout retrouve son unité. Je me permets d'insister justement, puisque la fête de Shavuot n'est pas qu'une fête spirituelle, elle n'est pas une fête matérielle, elle n'est pas non plus une fête spirituelle et matérielle, elle est l'unité de ces deux pôles. Et cela ne peut être ratifié et vécu que quand on est rattaché à Yerushalayim. C'est justement cela où on n'est plus inquiété quand on est proche de Yerushalayim, justement de la valeur de cette flûte. On n'a plus besoin d'elle, entre guillemets. On va se réjouir pleinement sans être inquiété des implications. Mais pour cela, et je terminerai avec cela, Ki mitzion tetze Torah ou dvar Hashem Yerushalayim. De Tzion, la Torah, elle peut sortir partout. D'Israël, elle sort de Jérusalem. Mais la parole d'Akadosh Baruch Hu, Dvar Hashem, mi Yerushalayim. C'est pas la parole d'Akadosh Baruch Hu, elle peut sortir de Jérusalem. La parole d'Akadosh Baruch Hu, elle est rattachée à Yerushalayim. Mi Toch Yerushalayim. J'ai pas trop compris par rapport à la flûte. La flûte, c'est en fait pour la. C'est pendant le chemin. Ok, exactement. Pendant le chemin, en fait, normalement, si on sait, on a confiance à Dieu, mais on sait que quand on arrive à Sion, on n'a plus besoin de la flûte. D'accord. C'est quoi, on n'a plus besoin de la flûte? On n'a plus besoin de cette ambivalence, si tu veux, de cette inquiétude de savoir si ce que j'ai fait, j'ai réellement compris au nom de quoi j'ai œuvré ou non. Alors, cette flûte pendant le chemin, c'est quoi? C'est pour balancer les deux, c'est savoir, c'est quoi? En fait, ça va dépendre de la situation, encore une fois, spirituelle, psychologique, dans laquelle se trouve Israël. Puisque le Kohen nous a dit, venez, on monte à Yerushalayim, d'abord il a dit, on monte à Tzion, on met en évidence le fait que, encore une fois, comme j'aime à le dire, le judaïsme n'est pas une faculté, n'est pas une faculté universitaire, c'est un peuple. Dans ce peuple, il y a des gens érudits et des gens moins érudits. On n'est pas tous conscients quand on travaille que tout cela n'a de sens que parce qu'on est rattaché à Eretz Israël, parce qu'on est rattaché à Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est parce que tout le monde n'est pas conscient. Exactement. Okay. Mais à l'échelle de la nation, on doit en être conscient. Mais dans cette multitude, cette pluralité des différents juifs, encore une fois, qui nous animent, spirituels ou moins spirituels, on est pleinement, encore une fois, conscient qu'on n'en est pas tous conscients. Mais si que Dieu préserve, la nation ne comprenait pas au nom de quoi elle travaille, eh bien, ce ne serait plus une joie, ce ne serait plus justement, comme évoqué, le moment des retrouvailles entre le fiancé et la fiancée, à Kajbourou et à Israël, ce serait que Dieu préserve à l'inverse une dimension de deuil. Quand est-ce que ce serait une dimension presque de deuil? Eh bien, quand on aurait appris, et j'ai commencé avec cela, je termine avec cela, c'est quand on aurait appris les valeurs matérielles des goïms. Parce que chez les goïms, il y a un côté méprisant, et encore plus par rapport à la chrétienté, il y a un rapport méprisant par rapport à la matière, par rapport à l'économie. Nous n'avons pas ce rapport-là. Au contraire, nous voulons un rapport qui soit tout à fait attaché à l'économie, mais dans le Kodesh. C'est clair? Alkan, c'est vraiment une petite partie de Enaya du Rav Kook, mais je me suis permis de faire cela pour ne pas tout alourdir, mais ça vous donne. Voilà. Des questions? C'est clair? Et voilà. Et bien sur ce, je vous dis shalom.